Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va bien toi? Super, alors déjà présente-toi. Je m'appelle Franck, j'ai 35 ans, je suis réalisateur, mais pas que. Je suis dans tout ce qui est créatif depuis presque 20 ans, 20 ans même maintenant. Ça fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup et je suis passé par plein d'étapes très hautes, très basses, et c'est très bien comme ça. Et ton activité principale aujourd'hui, c'est quoi, la réalisation? Ouais, mon activité principale c'est réalisateur de pub et je vais de plus en plus vers la fiction. Ouais. Ok, de pub. Ouais. Ok, j'ai déjà eu des réalisateurs ici. Moi-même, je suis dans le milieu du théâtre, cinéma, du coup, je connais un peu des réals, mais pas de pub. Est-ce Ok. que tu penses que déjà, pour commencer tout de suite, il y a des spécificités qu'il faut avoir pour être réalisateur de pub? Ouais, il faut savoir raconter une histoire en très court. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à faire quand on vient de la fiction. Moi, j'ai eu beaucoup de mal au début. C'est qu'il faut en fait aller vite dans le sujet. Mais ce qui est bien avec cet exercice-là, c'est quand tu reviens à la fiction, tu sais comment monter pour être le plus efficace possible pour tenir les gens en haleine. Ok. Moi, je me pose une question tout de suite. C'est que si tu sais comment être efficace, est-ce que aussi tu perds pas ce qui est l'intérêt avec le long métrage ou les formats longs, qui est à dire raconter les histoires dans le détail. Est-ce que t'as pas envie d'aller trop vite vu que t'as l'habitude de ça? Bah, tu vois, là, je viens de faire un court métrage. Mais je l'ai fait dans ces deux problématiques-là. J'avais la problématique, premièrement, qu'on m'a donné un temps précis. Alors que moi, normalement, quand je me suis dit, je ne me donne pas de temps. Sauf que les acheteurs, ils te disent, au-dessus de 20 minutes, on t'achète pas ton produit. Au-dessus de 20 minutes, ça commence à être très difficile à être vendu, très difficile à être marketé. Et on m'a dit 15 minutes. Sauf que moi, quand j'ai monté avec mes skills de pub en 15 minutes, pour moi, ça voulait rien dire. Mhm. Il manquait des choses, il manquait de l'émotion, il manquait des moments de silence. Et je trouve que le silence, ça parle plus que la parole. Tu vois, le silence, c'est une gravité, ça t'annonce quelque chose. Et est-ce que la personne, elle pense vraiment? Comme on me disait, tu vois, dans les cours de psycho, plus tu écoutes les gens vraiment, plus tu écoutes leur silence, plus tu comprends ce qu'ils veulent vraiment dire. Donc ils peuvent te raconter ce qu'ils veulent, mais dans les moments de silence, tu as leurs émotions, tu as leur gravité, et tu sais ce qu'ils pensent vraiment au moment où ils te parlent. Et c'est ces moments-là que je suis arrivé à mettre en place dans le truc. On arrivait à 19 minutes 39, mais c'est parce que voilà, fallait que j'arrive entre le temps qu'on m'a donné et ce que j'ai écrit. Et oui, c'est pas évident, mais au final, c'est un bon exercice. Moi, je trouve que c'est un bon exercice parce que les gens qui regardent, ils ne regardent pas en tant qu'artiste, ils nous regardent en tant que consommateurs. Et en vrai, s'il ne se passe pas un truc chaque minute, ils peuvent très vite décrocher. Si tu Ouais, remarques aujourd'hui, les gens regardent les séries avec leur téléphone dans la main. ouais, ouais. C'est-à-dire que s'ils commencent à faire ça, tu commences à les perdre. Et si ça dure trop longtemps, il va zapper. Il va dire que ton truc il est nul alors qu'il est au premier épisode. Mhm. Mais ça, c'est clairement quand t'as un annonceur derrière qui te dit, ou un client qui te dit, ok, moi je veux que ça soit efficace tout de suite, que les gens ils soient pris dedans, tu vois. Mais quand toi, personnellement, tu reviens vers la fiction et que t'as un long métrage à faire, et alors, je vais loin, tu vois, mais quand t'as envie de faire un long métrage qui est pas une histoire d'action, parce qu'on sait que souvent dans l'action, ce qui est facile avec l'action, c'est que tu fais en sorte qu'il y ait une action tout le temps, une forte action tout le temps. Quand tu racontes des histoires un peu plus lentes, un peu plus émotives, il y a toutes ces histoires de silence dont tu parles, ce qui est très très vrai. Euh, mais en même temps, tu as besoin de prendre le temps. Est-ce que c'est pas dur de revenir à ça quand justement tu sais ce que c'est, genre, t'es timé pour ça, genre t'es presque lobotomisé pour faire un truc à force de le faire, tu vois? Bah, c'est clair que c'est très dur. C'est très dur pour une seule raison, c'est que maintenant quand j'écris et que je reviens avec des gens du cinéma, parfois ils comprennent pas mon scénario. Tu vois, ils ont du mal à comprendre où je veux en venir. Pour une seule et unique raison, c'est que moi j'écris comme en pub. Donc j'écris Ouais. des actions courtes. Et quand tu as un chef-op qui est habitué à de la fiction, lui il a besoin que tu lui décrives tout ce que tu veux, toute l'intention de réalisation, toute l'intention de ce qu'on veut voir. Le pavé, peut-être qu'il fait que 5 secondes à l'écran. Lui, il a Mhm. besoin d'un long pavé
pour se mettre à l'intérieur du truc et visualiser ce que toi tu visualises. Ouais. Alors qu'en pub, tu as souvent des chefs-op de pub, ils ont besoin que d'une phrase ou d'une photo. Ils captent tout de suite ce que tu veux. Mhm. Donc c'est clair que c'est pas les mêmes genres de personnes avec qui tu travailles, c'est pas les mêmes modes. Et évidemment, ton cerveau, plus tu fais de la pub, plus tu es conditionné à faire du boum, 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 boum. Et c'est vrai que c'est pour ça que mon premier court-métrage, entre guillemets, pour moi, parce que c'est le premier court-métrage où je suis allé à fond dans mes idées. Et j'étais sûr qu'il allait être vendu parce que je suis allé au fond de ce que je voulais faire. J'avais beaucoup de mal, on a fait 12 versions. 12 12 versions du du scénario. scénario, ouais. La première, même l'acteur principal, il la comprenait pas. C'est Frédéric Shaw qui joue dedans. Il la comprenait pas. C'est-à-dire qu'il comprenait l'intention où on voulait en venir, mais il n'a rien compris à l'histoire. Et je me suis dit, il y a un problème. C'est-à-dire que lui qui vient du cinéma, s'il ne le comprend pas, c'est que je suis vraiment trop dans la pub. Ouais. C'est que j'arrive pas à raconter l'histoire de telle façon à ce que toute personne qui lit les mots capte tout de suite de quoi je parle. Mhm. Et quand on arrive à la 12e version, il a tout de suite compris tout et surtout son personnage. Où son personnage, qu'est-ce que son personnage devait être, comment, dans quel mode mental il devait se mettre pour jouer ce personnage. Et là, je me suis dit, ah ouais, faut que des fois, je me réentraîne à écrire des trucs, même s'ils sortiront jamais, Mhm. mais juste pour pas perdre la main dans ce truc de savoir raconter une histoire comme un roman. Parce que le truc avec de la fiction, c'est qu'il faut que tu t'écrives tellement tout ce qui se passe. Même, en fait, c'était Gaëlle, ma première assistante, elle me disait, faut que tu écrives comme si un enfant de 6 ans il te lisait. Mhm. Si un enfant de 6 ans, il comprend ce que tu es en train d'écrire, ça va être sur le scénario des bons. Mhm. Mais s'il est trop complexe et qu'un enfant de 6 ans, au bout de la première page, il dort, c'est que le scénario il est pourri. C'est tout. Et que ce soit un film d'auteur ou un film d'action. Ouais, Même bien si c'est un sûr. film d'auteur, genre recherché, ce que tu écris doit être lisible par on va dire, le moins intelligent possible. Ça ne veut Bah, pas dire que tu n'écris pas de façon intelligente. ouais, C'est ouais. juste dire que tu écris de façon tellement détaillée qu'on comprend. Et un roman, tu regardes bien un roman, en réalité, hein, les gens ils perdent de l'amour à lire des romans. Mais un roman, en vrai, quand il est bien écrit, ça passe tout seul. C'est fluide. C'est tellement fluide que même si t'aimes pas lire ou t'es quelqu'un qui est pas trop romancier, tu vas te dire, mais je viens de manger 500 pages en 2 semaines. Mhm. Mais comment j'ai fait? Ouais, clairement. Parce que c'est trop bien écrit. Et c'est ça qui est la force pour moi des gens qui écrivent justement des fictions, c'est qu'ils sont tellement forts à l'écriture que ça se ressent après dans la réalisation. Et c'est un truc qu'on m'a dit également, on m'a dit, ne néglige pas l'écriture, parce que ça va se ressentir dans ta réalisation en réalité. C'est ça que tu sais pas. C'est que toi, s'il n'y a que toi qui comprends ce que tu es en train de faire, tu as quand même 20 personnes qui travaillent pour toi. Et si eux, ils comprennent pas, c'est foutu. Mhm. Tu vois. Clairement. J'ai envie de te dire deux choses par rapport à ce que tu me dis. La première chose, c'est que, comme tu dis, la rentabilité, l'art, c'est très compliqué. Mais dans le milieu, ça se fait surtout dans le cinéma américain, parce que les Américains, même les films d'auteur sont des films chers. Il n'y a pas moins de 5 millions de dollars pour un budget, même un film d'auteur aux États-Unis. Mais on sait qu'un bon réal, on doit le laisser faire ses plans comme il veut. Parce que moi, ça me ramène, moi, à l'écriture de... Moi, j'écris du théâtre, tu vois. Dans l'écriture théâtrale, il y a un truc qui tient au dialogue, qui est de l'ordre des détails. Ça veut dire, tu parlais de silence tout à l'heure, mais dans le théâtre, un silence, une virgule, enfin la ponctuation a beaucoup d'importance, les mots ont beaucoup d'importance, un mot plutôt qu'un autre, c'est hyper important parce que dans le dialogue, ça veut dire énormément de choses. Dans un bon film, ces plans-là aussi veulent dire énormément de choses. Au-delà des easter eggs c'est toutes les images cachées ou tous les messages cachés qu'on met dans les films. Au-delà de tout ça, il y a une affaire de plan qui apporte de l'émotion et parfois c'est 5 secondes. Comme tu dis, ça prend une journée de tournage. Une journée de tournage aux États-Unis, c'est 20 000 dollars, c'est cher, mais c'est ça qui va faire que le mec il a un Oscar. Une chose, et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que bon, je vais pas me faire des amis, mais moi il y a un réal qui me fait penser à, qui me donne l'impression, peut-être parce que je l'aime bien et du coup je suis partisan, tu vois, mais qui me donne l'impression d'avoir assez réuni les deux, mais qui en même temps qui est parfois aimé, parfois désaimé, parfois c'est compliqué, parfois c'est moins compliqué, c'est Christopher Nolan. Okay. Qui est le réalisateur de Batman pour son truc le plus connu, Inception, Tenet il n'y a pas longtemps, Interstellar, c'est ce réalisateur-là. En fait, lui, il corrèle un peu toutes ces choses. Je m'explique. Il y a des histoires qui sont archi compliquées, souvent scientifiques. Du coup, c'est très compliqué. En plus, il se documente à mort pour que ça ait l'air le plus réel possible. Et moi,
par exemple, moi, je suis un peu fan de science. Du coup, quand je vais voir Tenet ou Interstellar, moi, je suis en train de dire à mes potes, ils me disaient, mais il raconte n'importe quoi. Je dis non, moi, j'ai regardé des vidéos. Le mec, c'est documenté, genre. C'est des projections parce qu'il y a pas de. C'est pas encore dans la réalité. Mais l'histoire de la flèche du temps dans Tenet, dans Interstellar, le trou noir, genre, c'est possible que ça se passe comme ça dans 20 ans. Vraiment, ça existe. Euh, En même temps, c'est des films de science-fiction. En même temps, c'est des films à grand budget. En même temps, c'est des films d'action. Du coup, il y a toute cette idée de mettre beaucoup d'action, de faire des plans qui soient pas esthétiques, mais qui soient un peu comme Avatar, des plans qui vont impressionner. Mais quand tu t'intéresses un peu à sa manière de réaliser, tu sais que c'est un mec qui aime très peu les effets spéciaux. C'est qu'il fait tout. Et en plus, il a une particularité, je sais pas si tu es au courant, mais c'est un des mecs qui respecte le plus ses budgets. Tu vois, je crois que c'est pour Inception ou peut-être, mais je crois que tous ces films, les derniers, Interstellar et Tenet aussi, c'est un mec qui a genre, je sais pas, 300 millions de budget. Il arrive à te faire le film comme il veut avec 280 millions. Et sachant qu'il va sûrement rapporter 2 fois plus, parce qu'il est hyper rentable. Du coup, pour les Américains, c'est genre The mec, tu vois. Et à côté de ça, il travaille tous ses plans, sachant que c'est des plans souvent réalistes. Par exemple, les gens ne savent pas, mais c'est sorti il y a 2-3 ans, du coup, les gars, allez-y, mais dans Tenet, il y a un moment, il y a un Boeing qui explose. Il a pris un vrai avion, il a fait exploser. Ouais, j'avais vu ça. C'est vrai. Ouais. Genre, dans Inception, à la fin du film, il y a une espèce de grand palais dans la neige qui explose. Ils ont fait une grande maquette, une très très grosse maquette. Peut-être pas là, ils ont pas fait exploser un bâtiment, mais ils ont fait une énorme maquette pour faire exploser. Ils avaient qu'un plan parce qu'ils avaient qu'une maquette, ça prend du temps à construire. Du coup, le mec fait tout. Genre, dans Inception, il y a un moment où il marche sur les murs. Il a créé un vrai tube où il a fait le décor pour que les mecs aient vraiment marché sur les murs. Enfin, le mec se prend la tête à balle. Et du coup, lui, pour moi, il conjugue tout ça. La complexité du travail d'auteur, le fait d'être un espèce de filmeur, de film d'auteur, dans le fait qu'il travaille tellement ses plans qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et en même temps, c'est des films d'action, genre, c'est Avatar, tu vois. Mais c'est très rare. Je suis d'accord avec toi, c'est très rare. Pour moi, c'est un ovni, lui. Pour moi, c'est un ovni aussi. Pour moi, c'est un ovni. C'est ce à quoi, j'ai envie de dire, en tout cas, je pense que ma génération, même celle qui arrive, tend. Ouais. C'est que on joue à la Play, on joue à des jeux vidéo, Call of, etc. Donc nous, on est habitué à la 3D. Ouais. Le concert de concert de Travis Scott dans Fortnite, pour nous, c'était un truc de dingue. Ouais. On s'est connecté, on a regardé le truc, où tu peux te balader à l'intérieur du concert. C'est un truc qu'on rêvait depuis qu'on est petit. C'est qu'on voulait pas seulement être statique dans une salle. On voulait se balader dans un univers et avoir un artiste géant qu'on suit. Et on trouvait ça le fait que ça existe aujourd'hui, c'est notre génération, c'est ce qu'on aime. Mais à la fois, en tant qu'artiste, tu dis, je peux pas faire un film totalement faux. Ou alors, je le fais totalement faux. Si je le fais totalement en 3D. Et là, ça me paraît mieux. C'est-à-dire que là, je vais au bout de mon idée. Là, on a fait un clip, on est en train de faire un clip totalement en 3D. On s'est dit, bon, on va le faire totalement en 3D à ce moment-là. Ça sert à quoi de filmer la réalité, de foutre des faux trucs à l'intérieur? Allons dans la 3D complète, racontons une histoire avec des décors qui n'existent pas. C'est un exercice. C'est pas l'exercice où je me suis le plus amusé. Parce que le problème, c'est que il y a des trucs que je vais pas aimer, il y a tel mouvement que je vais pas aimer, des trucs qui sont pas encore possibles dans la technologie aujourd'hui. Et Christopher Nolan, ce qu'il arrive à faire, c'est que ses films sont des légendes. À la fin. C'est-à-dire que malgré tout ça, ça reste des légendes. Inception jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des théories dessus. Ouais. Il y a encore des gens qui se posent des questions. Qu'est-ce qu'il a voulu raconter à la fin? Mais du coup, est-ce que c'est un rêve ou une réalité? Il y en a qui ont réussi à répondre à la question parce qu'il a laissé des énigmes, enfin des indices dans tout le film pour te dire quand c'est la réalité et quand ça ne l'est pas. Mais c'est-à-dire que le mec, pour moi, c'est un travail de scientifique limite. C'est-à-dire que son scénario, il est tellement complexe, il travaille de façon tellement scientifique. Il y a plein de gens qui ont pas aimé Tenet, par exemple. Ouais, de ouf. Il y a plein de gens qui ont dit, mais c'est quoi si les gens ils courent à l'envers? Ouais. Mais en fait, moi, j'étais là, je dis, attends, ça m'intéresse. Je vais laisser toute la vague y aller et je vais le regarder après. Et je le regarde, je fais. Mais déjà, d'une, il est facile à comprendre. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Tout le monde m'a dit, j'ai rien compris. J'ai dit, non, vous foutez de moi, c'est pas possible. Parce que Christopher Nolan, il faut juste pas mettre ton nez sur ton téléphone et juste être bien concentré du début à la fin. C'est là le problème avec ce réalisateur-là, avec les gens comme ils regardent aujourd'hui. Si tu lèves ta tête 1 minute, reviens en arrière. Parce que c'est sûr que tu vas rien comprendre à ce qui se passe après. Et tout le monde me connaît avec mon téléphone, je suis addict. J'ai éteint mon téléphone, je l'ai posé, j'ai dit c'est Christopher Nolan, il faut que je sois concentré.
Je regarde jusqu'à la fin, j'ai tout compris. Et j'étais émerveillé par le film parce que même le choix des acteurs, ce qu'il veut raconter dedans, le côté de, à un moment donné, quand le mec, il se bat contre lui-même, limite, Ouais. tu te dis, et c'est une dinguerie d'y avoir pensé. Ouais. Tu vois, et c'est une dinguerie de dire, en fait, il se battait contre un mec qui est à l'envers. Mais sauf qu'au début, tu t'en rends pas compte. Ouais. Parce que tu te dis, Mais même comme ça, les gens vont pas comprendre. C'est Voilà. tellement. Parce Faut que le tu voir. dis, mais pourquoi quand il se bat, le mec, il recule, mais c'est chelou. Ouais. Et quand tu vois le combat dans l'autre sens, je fais, oh putain. Et moi, mon cours, ce qui est drôle, alors que je l'ai fait avant ce film, Ouais. c'est des timelines qui se croisent. Ok. Parce que moi, j'adore les trucs déstructurés. J'aime pas les trucs qui commencent de A à Z. J'adore les trucs où... T'as vu Memento, j'espère. Ah oui, oui, oui. Ok. Oui. Ok. Et ce truc... Bah, ça a foutu ma créativité en l'air. En fait, depuis ce jour-là, je peux pas écrire un truc qui commence de A à Z. Ok. Juste pour expliquer, pour les gens qui comprennent, c'est le premier film connu de Nolan, Memento. Et c'est un film qui est complexe à comprendre la première fois parce que ça raconte l'histoire d'un personnage qui perd la mémoire. Premièrement, le mec a perdu la mémoire. Deuxièmement, il y a 2 timelines dans le film. Il y a un moment en noir et blanc où c'est l'histoire à l'endroit, je crois, et en couleur, c'est l'histoire à l'envers. Et les deux se croisent. Et tout le film, c'est ça, jusqu'au moment où elles se rejoignent les deux. Et on voit le début et la fin de l'histoire. Ouais. Et là, Du coup, c'est quand compliqué. t'arrives à la fin, tu fais... Ok, j'ai rien compris. La première fois que tu vois ce film, tu te dis, je n'ai rien compris. Parce que c'est pas parce qu'en fait, c'est monté de tellement façon logique Ouais. que quand la personne arrive à la fin, tu te dis, mais non. Comment ça peut être le début? Ouais. Parce que c'est le premier plan. Et Ouais, en ouais. fait, ça arrive tellement logiquement au premier plan que tu dis, il faut que je revoie le film. Parce Ouais. qu'il y a des moments où j'ai pas... Il arrive à tellement bien le monter, il y a aucun moment tu te dis, ça se suit pas. Ouais. Mais en fait, quand tu le revois plusieurs fois, tu te dis, ah, ok, ça, c'était pas à ce moment-là. Et toi, tu dois te remettre ton puzzle. Ouais. Et c'était fort parce que cette amnésie, mais au final, t'as l'impression que toi, t'étais amnésique, en fait. Ouais, clairement. T'as l'impression que toi, C'est t'étais là où aussi là, perdu. je vais faire l'avocat du Mais diable. on est communautaire dans un autre truc. Je suis obligé de t'arrêter. Je fais l'avocat du diable, je suis obligé. Vas-y. Parce que, alors, c'est ça qui est paradoxal entre nos sociétés. C'est que nous, réellement, on est un peu moins enclavés que dans la réalité. Mm. Eux, ils sont très enclavés. À part dans les grandes villes, parce que souvent les gens me parlent des ouais, moi j'étais à New York, c'était incroyable. Non. Va New dans York, c'est pas les États-Unis. Va dans l'Arkansas. Ouais. Moi j'ai jamais été, mais je sais très bien que va dans le fin fond de l'Arkansas, frérot. Tu vas voir, on va s'amuser. Déjà. Mais même un peu comme nous en France, genre ok, Paris c'est trop bien, c'est trop cool. Va dans le fin fond de l'Ardèche, tu vas t'amuser, mon frère, tu vois. Déjà premièrement. Et deuxièmement, pour moi, par contre, dans leurs films, ils ont passé un cap que nous, on n'a pas encore passé. Ça, c'est clair. Lupin, c'est la première fois, frérot. Ça, c'est clair. Soyons honnêtes. Ah oui. Lupin, Ah ouais. c'est une des premières fois. Ah ouais. Sachant que toutes les premières fois de ce truc d'acteur Renoir qui joue pas tellement le Renoir, bah c'est Omar Sy, en vrai. Ouais, Tous les films comme ça, c'est vrai. depuis 3-4 ans, c'est Omar Sy qui a tous ces vrai, rôles-là. C'est vrai. Tu vois ce que je Ils veux en ont dire? trouvé un, ils ont journalisé, on les donne tous. Voilà, frère, Ça fais passe. Lupin, fais Knock, fais tous les trucs. Tu vois le délire? Bon, c'est là où Ouais. moi je suis un peu mitigé. Et moi, ce que je leur envie, par contre, c'est là où je te rejoins, c'est la manière dont ils ont raconté des histoires. Et moi, j'arrête pas. C'est mon grand combat international de la vida aujourd'hui. C'est que, en fait, je dis souvent un peu de façon caricaturale. Aujourd'hui, en France, moi qui suis comédien, et les gars, je vous dis qu'en 2022, là, ça va être sorti en 2022. Actuellement, tous les jours de l'année, j'ouvre des annonces de casting. Il n'y a pas ces rôles-là. Je pourrais pas jouer ma propre vie, moi, dans un film. C'est incroyable. Moi, j'habite dans le 18e, j'habite à Paname, je suis un mec, je suis dans le milieu de l'art, je suis ce qu'on pourrait dire un bobo, même si les gens n'aiment pas ce mot. Je vois pas d'annonce de casting. Je peux même pas jouer ma propre vie. C'est incroyable, ça, frère. Ça, tu vois ça, tu viens de dire, et ça, je te rejoins à 100%. Ça, je dis que ça les a choqués parce que c'est pas ce qu'ils voient de la France, c'est pas ce qu'ils ressentent de la France. Tu vois, parce que quand ils voient nos films, ils voient pas de Renoir. Ouais. Donc forcément, quand ils voient un Misérable ou un Lupin, ils sont choqués que ça Ouais. passe de 0 à ça. Ouais. Ils se disent, il n'y a même pas une graduation en fait. Ouais, Vous, ouais. ça passe à ça, mais il y a des étapes avant. Nous, on a eu des étapes. Mm. Avant qu'il y ait des Will Smith et tout, il y a des Ouais. étapes, ça monte petit à petit. Et quand je leur dis, bah, c'est quelque part l'arbre qui cache la forêt en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Mm. C'est l'arbre qui cache la forêt, c'est pour justement montrer un manque et un truc qu'il n'y a pas. Il y a une prod avec qui on discutait. Et c'est une prod qui, on discute beaucoup en ce moment. Ouais, t'as pas des idées, des trucs, ce serait bien qu'on bosse ensemble. Là.
Et je leur fais, moi, j'aimerais bien faire une série sur une famille asiate du 13e. Ah ouais, génial et tout, nanana. Ouais, le père est dans une triade et tout, nanana. Véridique, véridique, véridique que la phrase est sortie comme ça. J'étais avec mon associé, elle était choquée. Elle s'est énervée plus que moi. Mais comment ça, une triade, ça veut dire quoi ça? Il n'y a pas de triade dans le 13e. Mais si, tu sais très bien comment c'est, comment il se passe l'argent et tout, tu sais, les prêts, tout ça. Et les prêts, ça se passe pas comme ça. Oh, vas-y. Mais... Et je suis peut-être noir, mais crois-moi que je suis plus dans le 13e que beaucoup de gens. Ça ne se passe pas comme toi tu le penses. Et c'est pour ça qu'ils se renferment. Parce qu'au bout d'un moment, vous avez dit tellement de conneries sur eux qu'ils ont plus envie que vous veniez. En fait, vos caméras, elles en veulent plus. Parce que vous êtes là à raconter que des bêtises sur eux. H24. Que des trucs qui n'existent pas, en fait, dans la communauté asiatique, tu vois. Moi, je veux raconter des mecs que je connais. Et ben moi, je veux un père. Le père, il est rentré dans la culture asiatique. C'est un mec, il est cadre dans une société. Il a un problème entre sa vie de français parce qu'il est très franc et il y a les traditions. Et il y a les traditions qu'il a envie de suivre. Et il y a sa femme qui est hyper francisée, qui connaît rien à la culture asiatique. Il me regardait bizarre. Je dis oui, parce qu'il y en a beaucoup, en fait. Parce que ça, vous ne savez pas. Qui ne connaissent rien, au fait. Qui ne connaissent rien en délire. Il n'y a pas plus français qu'eux, mais parce que leurs parents, vous les intégrez absolument. Je dis, mec, tu sais pourquoi je veux écrire ça? Parce qu'on vient de passer 2 ans à faire des émissions sur une chaîne qui s'appelait Y2TV. On a interviewé des Asiates pour qu'ils racontent leurs histoires. Parce qu'en fait, je voulais montrer aux gens que ce que vous pensez, c'est pas ce qui arrive. Et il y en a plein qui me racontaient que quand j'ai eu un enfant, je commençais à penser au fait, mais t'es Asiate. Putain, tu ne pourras même pas apprendre la langue à ton gosse. Tu sais pas cuisiner la bouffe. Mais qu'est-ce que tu fais? Et ils repartent vers leur culture pour se dire, mais il faut que je transmette quelque chose à mes gosses quand même. Parce que ça se voit que je suis pas... Ouais, tu vois, ce qui est fou, c'est que toi, t'es en mode asiate ou noir ou rebeu, ce que tu veux. Voilà. T'es pas trop imprégné de la culture, mais les gens croient que si. Ouais. Et du coup, les gens vont croire que t'es vraiment un rigoriste de ta culture, alors qu'en vrai, toi-même, tu te poses des questions de ouais, je ne la connais pas tellement, faut que je la transmette. Et c'est Asie chez les Renois, et Ouais, c'est Asie partout. chez tout le monde. Et C'est en ça fait, qui est tu te fou. dis, mais en fait, les gars, vous n'osez pas comprendre, on grandi dans les mêmes écoles. Et nos parents, ils travaillaient de 8h à 22h. À quel moment ils vont t'expliquer c'est quoi le bled? Ouais, Tu connais rien. Toi, tu connais que la France. C'est-à-dire que toi, t'es même plus français que certains. Ouais, bah, tu vois, je me souviens, il y a un mec qui voulait me raconter sa vie, je sais plus quoi, là, c'était au lycée. Il y a un mec un peu cisserin, là. Et je commence à lui parler de l'histoire de France. Que tu sais que le premier mariage reconnu par la France est au XIVe siècle. Il me dit pardon. Je dis oui, je suis en train de recherche. C'est-à-dire que quand toi tu crois que les Renois sont arrivés au moment de l'esclavage, non, il y en avait avant. Il y en avait avant. C'est-à-dire que en fait le brassage mondial, il existait avant. Il n'est pas aussi présent qu'aujourd'hui parce que Évidemment. les moyens de transport sont pas les mêmes. Mais le noir qui est sur le drapeau corse là, pose-toi la question pourquoi. Ce sont les morts. Les morts ne sont pas arabes, ils sont noirs. Pose-toi la question pourquoi il y a ça là-bas en Sardaigne et dans d'autres endroits. Ça a une histoire. C'est-à-dire qu'il y a du sang mêlé là-bas. Tu vois? Quand en Grèce, il y avait... En Grèce, hein, donc on parle dans des années, tu vois, très loin. Il y avait des soldats noirs. C'est-à-dire dans les gravures, même aujourd'hui, ils finissent par reconnaître, ils ne voulaient pas reconnaître à l'époque, c'est-à-dire à tel point les scientifiques étaient biaisés, ils reconnaissent que dans les gravures, les Grecs ont reconnu qu'il y avait des soldats noirs qui respectaient et qu'ils ont reconnus comme grecs. Et qui se mariaient avec des femmes grecques. Et que personne trouvait ça bizarre. C'est-à-dire quand tu dis ces gens-là ont compris qu'à un moment donné, on est un peu pareil et qu'en fait, venez, on se rassemble et qu'on forme des grands empires, comment nous, on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui que dans le simple art, tu peux mettre un Renoir médecin et personne ne va se dire c'est bizarre. À part vous, les décideurs. Personne dans le public va se dire c'est bizarre. Je vous assure, faites-le. En plus, je dis à la fin du truc, fais le test. Fais le test. Fais un film demain et le prof à l'école, c'est un Renoir qui n'a pas d'accent. Fais le test. Tu verras si les gens vont tiquer. Il n'y en a pas un qui va tiquer. Parce que c'est notre quotidien. Tu crois qu'on va à l'hôpital, on voit qui? C'est qui nous soigne? Je suis parti dans un village véridique. C'est même moi qui ai tiqué et pas les gens en face. Je dis, il y a quoi au fait que le curé soit noir? C'est eux qui m'ont dit, les blancs qui sont là-bas qui m'ont dit, c'est bizarre ce que tu dis. Je dis, c'est que je vis vraiment trop à Paris en fait. De ouf. Le curé, c'est un Gabonais, un Renoir. Et tout le monde trouve ça normal. On est dans un village. Hein. Certes, il y a des cisserins, mais il n'y en a pas un qui trouve que le curé, c'est pas normal qu'il soit Renoir. Du coup, on va conclure. Ça va. Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. La première, c'est cite-moi ton objet favori. Mon téléphone. Le mal du siècle. Mon téléphone, parce que je peux filmer, parce que je peux prendre en photo.
Parce que tout ce que je vois dans la rue et qui m'intéresse visuellement, même si je ne veux pas le faire tout de suite, je le garde. Mes téléphones sont quasiment pleins, j'en ai deux. Sont quasiment pleins de photos et de vidéos, de moments ou d'endroits pour pas que je les oublie. Ou des instants de vie pour que je les répète dans une narration. Ok. Je peux arrêter un moment comme ça ou un truc, je fais attends. Et je photographie à un endroit. C'est bon. C'est juste ces trucs créatifs parce que je trouve que les téléphones ont amené ce truc de. Et sur ça, et ça, c'est un truc que je voulais absolument. Ça m'a fait penser à ça. J'ai vu récemment, alors que j'aime pas le personnage, Sarkozy disait un truc là, que c'est pas l'argent qui crée les projets, ce sont les projets qui amènent l'argent. Et là, ça m'a fait totalement penser à moi. Je me suis dit, bah oui, les premiers trucs, c'est la caméscope de ma mère. Et je me suis baladé dans la ville et je filmais. Et la vidéo, elle a fait le tour. Et tout le monde a regardé, c'est un truc de ouf. C'était seulement mon caméscope. Et je montais avec, tu vois, le double enregistreur. Donc les moments où j'aimais pas, ben j'enregistrais pas. Et ce moment, tu vois, j'enregistrais. Et je me suis dit, ça m'a amené à une porte, deux portes, à trois portes, et à amener à de la réalisation. Et je fais, en fait, même avec ton téléphone, il faut raconter une histoire. Et qui est captivante quand même. Il faut pas attendre le jour où il y a un producteur qui arrive et dit, j'ai 10 millions d'euros, fais mon film. Non, c'est à toi de montrer qu'avec zéro, tu peux faire du 10 millions. Mais on n'attend pas, toi, que tu fasses des images de Luc Besson. Des fois, des histoires mal filmées. Maintenant, je le vois sur YouTube, je suis trop content de voir ça. Des gens débrouillards qui font des séries sur YouTube. Mal filmé ce que tu veux, mais l'histoire, elle est tellement forte que tu suis les épisodes. Tu dis, les mecs, c'est des génies. Ils ont pris un iPhone, ils ont filmé, il est quand même bien le truc. Mais de ouf. Ouais, mon téléphone. Ok. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Ouh. Une seule. Une seule. Je peux pas te dire là. Ce serait un roman alors. Ce serait un roman. Ce serait un roman et c'est l'un des premiers romans que j'ai kiffé de dingue, Madame de Bovary. Ok. Voilà. J'ai kiffé de ouf. Et quand je le lisais, je voyais toutes les images. Je sentais les odeurs, je sentais tout. C'est comme si c'était tellement bien écrit que je sentais tout. En fait, je visualisais le truc. C'était un moment de plaisir, de dingue, de lire ce livre. Et l'histoire. Et tout le truc commençait à raconter. Et ça m'a enlevé plein de clichés dans ma tête parce que j'étais très jeune quand j'ai lu ça. Et il y a plein de clichés dans ma tête qui ont sauté avec ce livre. Sur les femmes. Plein. Genre, ça a cassé. À chaque 10 pages, il y avait boum. Tu comprends rien. En fait, ça me disait, t'as rien compris. Jusqu'au bout. Et là, je me suis remis en question avec ce livre sur comment moi je percevais les femmes à. J'ai quel âge? J'ai 12 ans, 13 ans. Comment je percevais les femmes à cette époque-là. Je percevais ça trop de façon binaire et je comprenais. Et j'étais pas conscient de la complexité qu'une femme pouvait avoir. Parce que j'étais dans le délire de. Ouais. Il y a que mes soeurs et ma mère. Ouais, je vois. Tu vois le truc? Ouais, je vois. Ça a tout enlevé. Ok. Ce livre. Du coup, les gars, Madame de Bovary. Voilà. Et la dernière, c'est quelle qualité devrait avoir selon toi un créatif? La curiosité. La curiosité. Pour moi, c'est la curiosité. Si t'es pas curieux, tu peux pas être créatif. C'est tout. Tu dois être curieux de tout. Là, récemment, j'ai été curieux de savoir comment on fait les colonnes dans les immeubles. Donc, tu vois, les œuvres. Je savais même pas qu'il y avait des sortes ioniques, etc. Je savais pas. Je l'ai appris récemment. Et que ça avait une signification. Que les colonnes que tu vois dans les monuments, elles sont pas là par hasard dans les églises et tout. Elles ont une signification, elles ont une hauteur par rapport à comment elle est faite, la forme, dorique, etc. Et bien, rien que ça, tu te dis, tu filmes plus pareil les œuvres. D'un coup, ta caméra, tu la mets pas pareil parce que tu dis, mais si même la colonne, elle veut dire un truc, depuis le début, je filmais ce truc pas comme il faut. Et là, tu te concentres, tu te dis, ah, mais d'accord, mais ça veut dire quoi? Pourquoi cette forme? Pourquoi c'est voûté? Pourquoi les moulures qu'on a? Et c'est la curiosité d'aller chercher tout le temps des choses, lire sur les gens, lire sur les peuples, lire sur les comportements humains. Les comportements humains, je suis trop content d'avoir fait de la sociologie, des choses comme ça. Le comportement humain, c'est un délire, comment c'est pas pareil d'un endroit à un autre, d'un sexe à l'autre, d'un âge à un autre. De plein de trucs tu vois quelqu'un qui te répond pas, qui baisse sa tête, je comprends pas, tu lis sur les introvertis.
Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est un introverti? Et pourquoi il a peur? Pourquoi il a des crises d'anxiété avec beaucoup de gens? Pourquoi plein de trucs? Et là, tu te dis, mais ça, je peux l'écrire comme ça veut dire. Parce que maintenant, je comprends ce que c'est comme personne, donc je peux écrire son personnage et à une personne anxieuse, et puis dire ça. Et pour revenir sur la curiosité, mon personnage féminin, quand j'ai fini de l'écrire, en fait, quand je l'ai écrit, j'ai demandé à des meufs. Tu vois, la curiosité m'a fait que j'ai assis plusieurs sortes de meufs et je leur ai demandé la même question sur ce que je voulais sur mon personnage. Ouais. Il y a des choses qui étaient différentes, mais il y a des socles communs. Et j'ai pris les socles communs et je les ai mis dans le personnage. Et quand elles ont vu, ces mêmes filles, le personnage, elles ont dit, c'est totalement comme ça qu'une meuf aura réagi. Ok. Et là, tu te dis, la curiosité, elle paye. C'est important, ouais. C'est même pas, j'appelle pas c'est étudier, je peux vraiment de la curiosité. Ouais. C'est que t'es curieux de tout le temps, et que tu t'intéresses aux gens, t'intéresses aux choses, tu t'intéresses à des trucs même bêtes, hein. C'est con comment ça va nourrir mais grave. Mais tellement. ton cœur créatif. Ça Ouais, va mais le nourrir tellement. de ouf. Alors, j'ai rien à ajouter de plus. Vraiment. Je suis d'accord, la curiosité, c'est la première des qualités qu'il faut avoir selon moi. Bah, merci. Merci à toi, merci de m'avoir reçu. Hein. Avec grand merci d'être venu, vraiment. Likez, abonnez-vous, partagez. Je vais mettre en lien dans la description le lien vers ta page de Paris 13 là pour que les gens voient ce que tu fais. Ouais. Et abonnez-vous à son compte. Bah oui, et suivez le truc, on va partager aussi fort. Merci beaucoup. C'était un très très bon moment. Merci beaucoup. Et à la prochaine. À la prochaine.